Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre qui s'intitule Le Docteur Pascal. Il s'agit d'un roman d'Émile Zola publié en 1893. Le docteur Pascal habite dans une maison appelée la Souleyade dans le village de Plassans. Le docteur a bientôt 60 ans. Il travaille et fait des recherches sur l'hérédité et il prend sa propre famille comme exemple dans son étude. Les documents relatifs à ses travaux se trouvent dans une armoire. Il demande à sa nièce Clotilde de recopier une note pour son collègue le docteur Ramon, mais Clotilde est trop préoccupée à dessiner un pastel. Dans le journal, le docteur Pascal apprend que le père de Clotilde a été nommé directeur de l'époque. Il découpe l'article et le met dans son armoire. Il ferme la porte de son armoire et il met la clé dans le tiroir de son bureau. Pascal reproche à Clotilde d'être si absorbée par son dessin qu'elle ne travaille pas. Martine entre. C'est la domestique de Pascal depuis une trentaine d'années. Elle recoue un fauteuil. Pascal reproche à Martine d'avoir mis des idées de religion dans la tête de sa nièce. Les deux femmes veulent au contraire l'amener avec elles à l'église, car même s'il est un saint homme, elles ont peur qu'il n'aille pas au paradis. Pascal s'en va dans sa chambre et il prépare un de ses remèdes avec un pilon. La mère de Pascal, qui s'appelle Félicité, vient rejoindre les deux femmes. Elle est contre les remèdes préparés par son fils. On dit qu'ils ont failli tuer un malade. Elle considère que Pascal est le seul de ses fils qui n'a pas réussi sa vie. Félicité voit l'article découpé dans le journal et la conversation dévie sur les travaux de Pascal. Félicité est contre ses recherches car cela jetterait le discrédit sur la famille. Elle dit à Clotilde qu'il faudrait le convaincre de brûler tout cela car s'il venait à mourir, le déshonneur sera sur la famille qui comporte plusieurs individus ayant des tares. Elle cite la tante Dide, l'arrière-grand-mère de Clotilde, qui est enfermée dans un asile. Il y a le grand-oncle Macquart sur lequel courent plusieurs bruits. Il y a Maxime qui a eu avec une servante un fils prénommé Charles qui est un dégénéré. Félicité n'arrive à les convaincre qu'en leur disant que si Pascal continue ses travaux, il ne pourra pas être au ciel avec elle. Quand Félicité demande à Clotilde la clé, elle la lui passe. En fouillant dans l'armoire, Félicité fait tomber du marbre. Le bruit fait sortir Pascal de la chambre. Il surprend sa mère qui s'en va bien vite. Pascal passe sa colère sur Clotilde. Il referme l'armoire et il met la clé dans sa poche. Le lendemain matin, Clotilde se lève avec cette envie de se réconcilier avec son oncle. Elle ne le voit pas de la matinée car elle est occupée par ses travaux. Clotilde s'installe dans le jardin et elle épie les fenêtres du docteur. Martine vient la rejoindre. Elle lui dit que les remèdes de Pascal ont tué le vieux boutin. Clotilde croit que Pascal ne les aime pas car sinon il serait parmi elles et non enfermé dans sa chambre. Pascal n'a exercé la médecine que durant une douzaine d'années. Grâce à l'argent accumulé et placé, il a pu mener ses recherches. Les travaux de Pascal portaient tout d'abord sur la gestation, puis il s'est intéressé à l'hérédité et à l'innéité. Son champ d'expérience est sa famille. Il distingue 4 cas d'hérédité. Il y a l'hérédité directe, celle indirecte, celle en retour et enfin celle d'influence. L'hérédité se partage en 2 cas, l'élection du père ou de la mère chez l'enfant. L'innéité n'existe que sous une seule forme. Le but de Pascal est d'avoir un peuple sage, heureux, sain, fort et intelligent. Il a lu dans un vieux livre que pour soigner un organe malade, il faut prendre ce même organe sur un animal, le faire bouillir et le faire avaler au malade. Il applique cette même méthode, sauf qu'il ne fait pas manger l'organe au malade, mais l'écrase avec un pilon et l'injecte grâce à une piqûre. Il a déjà testé ce remède sur lui-même et cela a fonctionné. Il paraît avoir retrouvé la forme de sa jeunesse. Ce matin-là, il prépare une liqueur. Il est tellement absorbé que la bonne vient le chercher à midi pour déjeuner. Il met fin à la bouderie. C'est Martine qui tient l'argent de la maison. Elle va le chercher tous les trimestres chez le notaire Grand Guillot, chez qui l'argent est placé et rapporte 6 000 francs de rente. Martine est radine et fait tout pour économiser un maximum. Clotilde n'a pas de bourse. Pascal a son argent de poche qui provient de ce que lui paient ses malades. Pascal pense que l'avenir est représenté par la science, ce qui n'est pas l'avis de Clotilde. Il lui propose de l'accompagner aujourd'hui lors de sa tournée de miracles. Elle accepte. En chemin, il croise le docteur Ramon, qui est un autre médecin du village. Il demande une note sur la phtisie que devait recopier Clotilde, mais qu'elle n'a pas fait car elle était trop absorbée par ses dessins.
Ramon est secrètement amoureux de Clotilde et il est admiratif des travaux de Pascal. Ils se rendent chez Guiraud, qui est une femme veuve qui a perdu son mari à cause de la phtisie. Cette femme a 2 enfants, Sophie et Valentin. Sophie a été envoyée à la campagne et elle ne présente pas de signes de maladie. Valentin est resté aux côtés de sa mère et Pascal lui fait des piqûres avec son remède. Grâce au traitement, Valentin va mieux. Ils se rendent ensuite chez Sophie qui est en pleine santé. Sur le chemin du retour, ils croisent Lafoisse, qui est le cabaretier qui a un commencement d'ataxie. Il a été remis sur pied grâce aux piqûres de Pascal. Clotilde retrouve foi en son maître. Il passe à côté du Paradou. La propriété a été déboisée et elle a été divisée en différentes parcelles qui ont été vendues. Albine est morte et Serge est maintenant curé à Sainte-Trope. En rentrant à la maison, ils voient leur voisin, monsieur Bélombre. C'est un homme que Pascal déteste, car cet homme est seul, car il a peur de la vie. Clotilde souffre du manque de confiance de Pascal qui maintenant ferme ses tiroirs à clé. Martine dit qu'elle a peut-être vu Maxime, qui est le frère de Clotilde, chez Félicité. Il y a 15 ans, Maxime a eu une aventure avec une servante nommée Justine Mégaud. Elle est tombée enceinte, a été envoyée à la campagne et a eu son fils Charles. Elle s'est ensuite mariée et a eu 2 autres enfants. Charles a maintenant 15 ans et il est rempli de vices. Haï par son beau-père, l'enfant va chez les uns et chez les autres. Maxime veut le reprendre finalement avec lui car il devine qu'il va bientôt être infirme et qu'à cause de cela, son père risque de lui manger sa fortune. Il est allé chez Félicité pour reprendre son fils. Maxime vient à la Souleyade et voit sa sœur. On apprend que Charles est aux Tulettes avec l'oncle Macquart. Comme Maxime veut repartir dès le soir, Pascal loue une voiture à cheval pour que lui-même, Maxime, Clotilde et Félicité aillent chercher l'enfant. Félicité fait partie du voyage, bien qu'elle déteste l'oncle Macquart qui est une honte pour sa famille. L'oncle Macquart garde la forme malgré son âge et son alcoolisme. Félicité espère sa mort prochaine. Une fois chez l'oncle Macquart, ils apprennent que Charles est à l'asile car il a rendu visite à son arrière-arrière-grand-mère. Ils s'y rendent tous. Il rencontre Charles et tante Dide. Cette femme a connu plusieurs chocs dans sa vie et le dernier, qui est la mort de son petit-fils Silver, l'a plongé dans la démence. 5 générations sont alors rassemblées dans la même pièce. En voyant l'air idiot de Charles qui ressemble à son arrière-arrière-grand-mère, Maxime dit qu'il ne veut pas le prendre maintenant mais qu'il réfléchira. Pascal a voulu tester ses piqûres sur les fous de l'asile. Il a traité un nommé Sarteur qui va maintenant mieux. Sur le chemin du retour, il croise la mère de Charles qui a beaucoup changé. Pascal dit à Clotilde que Maxime est menacé d'ataxie. Maxime songe à emmener avec lui non pas son fils, mais sa sœur. Clotilde dit qu'elle va réfléchir. Il n'y a que la grand-mère qui est d'accord avec ce projet car cela lui permettrait de resserrer son étau sur Pascal et de détruire plus facilement les documents cachés dans l'armoire. Les bouderies continuent entre Clotilde et Pascal. L'arrivée d'un capucin aggrave la situation. Les sermons de ce capucin font beaucoup d'effet sur Clotilde, qui délaisse son travail, ne dessine plus et passe beaucoup de temps à l'église. Le docteur s'inquiète pour la santé de sa nièce. Il s'en veut de l'avoir laissée grandir comme elle le voulait et de ne pas s'être inquiété davantage de son éducation. À minuit, elle n'est toujours pas rentrée à la maison. Pascal la retrouve couchée sur le sol dehors. Selon elle, le chemin pour être heureuse grâce à la science est plus long, plus incertain que le chemin de Dieu qui est capable de donner toute la connaissance et tout le bonheur en un jour. La science, en plus de montrer les horreurs de la terre, ne tient pas ses promesses. Pour Pascal, au contraire, c'est ce besoin d'illusion qui amène l'humanité en arrière. La science n'est pas une révélation, mais elle avance peu à peu grâce au travail des hommes. Après cette nuit, Clotilde et Pascal sont encore plus divisés. Clotilde lui fait subir 1000 mesquineries et elle détruit son travail. Pascal a peur qu'elle s'en prenne à son armoire. Félicité vient voir Pascal. Elle tente de le convaincre de brûler ses dossiers, mais Pascal ne se laisse pas amadouer. Félicité s'en va et elle parle à Martine. Pascal a les fenêtres ouvertes et il entend tout. Les 3 femmes se sont liguées contre lui pour brûler les papiers. Car il est trahi, Pascal en devient malheureux. Il regrette de ne pas s'être marié et de ne pas avoir d'enfant, bien que cet enfant aurait pu avoir une tare. Une nuit, Pascal se souvient d'avoir laissé Clotilde accrocher son veston qui contenait la clé. Pascal se lève pour vérifier si la clé est toujours à l'intérieur, mais elle n'y est plus. Il surprend Clotilde qui voulait envoyer les documents à sa grand-mère. Pascal lui montre les documents, son arbre généalogique, et il lui explique tout.
Il lui parle de la vie et de la destinée des personnages qui sont apparus dans les tomes précédents des Rougon-Macquart. D'après lui, Clotilde a l'élection de la mère et l'hérédité en retour. Sa généalogie fait qu'elle n'a pas de tard. Pascal pense échapper au tard car il se pense en dehors de la famille. Clotilde se rend compte de la monstruosité de sa famille. La science qui était si obscure il y a quelque temps pour elle éclaire tout maintenant. Clotilde rejoint le clan de son oncle. Pascal et Clotilde ne se querellent plus, mais ils ne se parlent pas. Pascal connaît une double souffrance, car il est sans cesse sur ses gardes parce qu'il a peur que Clotilde ou que Martine brûle ses documents, et car la blessure a été faite par Clotilde, qui est le seul être qu'il aime. Après que Pascal ait piqué la fouasse, cet homme meurt d'une embolie. Pascal se jette dans le travail, ce qui le conduit au surmenage et à la maladie. Félicité vient le voir, lui dit qu'il devient fou d'orgueil et de peur, et elle tente de l'amener à se soigner. Contrairement à ce qu'il pensait, il a maintenant l'impression d'appartenir à cet arbre de déchéance, ce qui augmente son mal-être. Il se demande de qui il pourrait tirer sa maladie. Il ne veut même pas s'auto-administrer ses piqûres car il a perdu la foi dans ses remèdes. Sa souffrance est aggravée quand il s'aperçoit du rapprochement entre Ramon et Clotilde. Ramon a fait une proposition de mariage à Clotilde qui lui a demandé quelques semaines de réflexion. Clotilde se détourne de la religion et elle s'occupe de son oncle. Elle parvient à lui faire prendre ses piqûres et sa santé connaît des hauts et des bas. Pascal envie son voisin, M. Bellombre, car n'ayant rien, il ne peut connaître que le bonheur. Un jour, Clotilde redonne la clé de l'armoire à Pascal car il l'avait laissé tomber. Pascal peut donc de nouveau faire confiance à sa nièce, ce qui améliore sa santé. Pascal voudrait que Clotilde se marie avec Ramon. Il fixe une date à leur mariage. Félicité se désole de la nouvelle entente entre Clotilde et Pascal. Elle pense que pour parvenir à ses fins, il faut éloigner Clotilde de Pascal. Elle sait que le docteur Ramon n'a toujours pas eu de nouvelles au sujet de sa demande en mariage. Martine est jalouse de Clotilde car Pascal l'a repoussée durant sa maladie alors qu'elle est à son service depuis 30 ans. Elle veut elle aussi écarter Clotilde de la maison. Félicité vient interroger Pascal et Clotilde au sujet du mariage. Pascal semble accepter le mariage et Clotilde veut du temps pour réfléchir. Pascal regrette de n'avoir ni femme ni enfant et d'avoir passé tant de temps à la recherche. La nuit, il rêve d'une fille de 20 ans qu'il aimerait. Il compare cette jeune femme avec Abissaïg et il se compare au vieux roi David. Clotilde et Pascal font des sorties dans le jardin. Quand Clotilde lui demande de l'aide pour enlever son chapeau, Pascal s'approche et il ressent du désir pour elle. Il comprend que son adoration pour elle était de l'amour. Cette attirance dérange et il est partagé entre l'anomalie d'une telle relation et son besoin d'elle. Pour l'éloigner, il la pousse à accepter le mariage. Il donne rendez-vous à Ramon pour le lendemain pour que Clotilde lui donne sa réponse. Pour son mariage, Pascal achète à sa nièce un corsage qui a plu à Clotilde. Le lendemain, Ramon vient à la maison. Clotilde lui dit qu'elle ne veut pas se marier avec lui. Le soir, Pascal, qui pense encore que sa nièce va se marier, place le corsage dans la chambre de Clotilde. Quand la jeune femme va se coucher, elle remarque le corsage. Elle va chercher Pascal dans sa chambre et l'amène dans sa propre chambre pour voir le cadeau. Elle lui avoue qu'elle l'aime. Elle ne s'en est rendue compte que peu après la nuit de la révélation de la généalogie. Ils finissent dans les bras l'un de l'autre et ils passent une première nuit d'amour. Le lendemain matin, Clotilde annonce la nouvelle à Martine. Cette dernière est effarée et elle se barricade durant 24 heures. Pascal et Clotilde vivent heureux. Ils restent dans la propriété, sauf quand Pascal sort pour acheter des bijoux à Clotilde. Face à ces dépenses, Martine fait des économies de bout de chandelle et elle parvient à apporter 300 francs chez le notaire. L'amour entre Pascal et Clotilde s'ébruite dans le village et fait scandale. Félicité en est outrée et elle va voir le couple. Elle dit ce qu'elle ressent à Clotilde car cette relation traîne la famille dans la boue. Félicité leur reproche de ne pas se marier et de vivre en union libre. Pascal et Clotilde se promènent ensemble et ils rayonnent pendant que les autres médisent sur leur compte. Ramon a décidé d'épouser mademoiselle l'évêque. Clotilde dessine le roi David et Abissaïg et elle pose leur propre visage dessus. Le couple va voir Sophie. Cette dernière est elle aussi amoureuse et elle va bientôt se marier avec un meunier. Sophie a la santé tandis que son frère est mourant. Effectivement, peu de temps après, Pascal apprend la mort de Valentin. La santé mentale de Sartor va mieux et il a pu sortir de l'asile. Clotilde reproche à Pascal de ne pas être content de lui. Il révèle que ses piqûres ne contiennent plus que de l'eau. Si les malades guérissent, ce n'est que par un effet mécanique.
Il ne se prend plus pour Dieu et veut laisser la nature faire les choses. Il ne renonce pas à voir les plaies, mais cette fois-ci, il veut agir pour atténuer la souffrance de ses malades. Pascal continue ses visites aux malades. Il ne veut plus éviter la mort qui est inévitable et il ne cherche qu'à soulager ses patients. Dans un train, Pascal et Clotilde rencontrent Félicité, mais ils ne se parlent pas. Il remarque qu'il lui manque un gant. Elle vient des Tulettes où elle a été voir tante Dide. Félicité est mécontente de la survie de tante Dide et de l'oncle Macquart. Puisque l'oncle Macquart va mal, Félicité s'est décidée d'aller le voir. Une fois chez lui, elle a remarqué qu'il était ivre-mort. À cause d'une pipe qui est tombée, l'oncle Macquart a pris feu. Félicité n'a rien fait et elle l'a laissé brûler. Elle n'est repartie qu'avec un seul gant. Le lendemain, Charles et Clotilde se rendent aux Tulettes. Ils emmènent avec eux Charles qu'ils déposeront chez l'oncle Macquart avant de se rendre à l'asile. Dans le train, Charles saigne après que Clotilde ait caressé sa nuque. Quand ils sont chez l'oncle, ils ne retrouvent pas l'oncle, mais ils retrouvent à la place un tas de cendres. Pascal pense à un cas de combustion. Il trouve le gant de la grand-mère. Pascal déclare le décès. Quelques jours plus tard, après la visite chez le notaire, Pascal reproche à Félicité de n'avoir rien fait pour éteindre le feu. Félicité propose de s'occuper de Charles. Cependant, on vient annoncer que Charles a eu un accident. Charles a été voir tante Dide à l'asile. Sa gardienne les a laissés seuls. Charles s'est endormi et il s'est vidé de son sang. Il s'est réveillé, mais en voyant le sang, il s'est évanoui. Pascal et les autres le trouvent mort. À cause du choc, tante Dide meurt le lendemain. Martine revient de chez le notaire Grand-Guillot. Elle leur dit que le notaire s'est enfui en emportant leurs économies et qu'ils sont maintenant ruinés. Alors que Martine et Clotilde sont inquiètes, Pascal ne l'est pas, car il ne parvient pas à imaginer son notaire comme un voleur. Il imagine avoir une grosse somme dans son tiroir qui vient de ses consultations. Cependant, Pascal en a utilisé une grosse partie pour acheter des bijoux à Clotilde. Il ne leur reste que très peu d'argent. Martine va s'occuper de les faire vivre le plus longtemps possible avec une petite somme. Quand une marchande vient à la Souleillade et veut vendre un collier de perles, Pascal craque et achète le collier. Il le donne à Clotilde qui le fait admirer à Martine. Cette dernière devine que Pascal s'est servi dans son secrétaire. Martine leur fait vivre une vie en dépensant le moins possible. Pascal ne peut plus payer Martine et elle lui fait signer une reconnaissance de dette. Le couple vit comme sur un nuage, alors qu'ils sont rationnés de plus en plus. Le notaire est déclaré insolvable et les victimes n'auront pas de dédommagement. Pour parer à la pauvreté, Clotilde essaie de vendre ses pastels, mais elle ne parvient pas à les vendre. Pascal ne veut pas reprendre son travail de docteur. Clotilde et Martine vont à la recherche d'argent auprès des anciens patients qui n'ont pas payé, mais personne ne veut leur donner quelque chose. Pascal fait lui-même la tournée de ses malades pour réclamer l'argent, mais il n'arrive à rien. Pascal veut demander un prêt à Ramon, mais il est absent. Clotilde dit à Pascal que Félicité leur a proposé son aide, mais Pascal refuse. Après un repas frugal de pommes de terre, Clotilde offre à Pascal son corps et sa jeunesse. Le couple s'inquiète. Ils sont obligés de vivre à crédit et ils perdent la considération des commerçants. Un orage casse un mur de la maison. Clotilde vend ses bijoux, ce qui peine Pascal. Elle a réussi à les vendre 6 000 francs alors que Pascal les avait achetés une vingtaine de mille francs. Clotilde n'a gardé que le collier de perles. Pascal reçoit une lettre anonyme dans laquelle l'auteur dit que le mieux serait qu'il se sépare de Clotilde. Pascal se doute que cette lettre a été dictée par sa mère. Il se rend compte qu'une séparation va devenir nécessaire. Un jour, Clotilde revient en pleurs et elle dit qu'après avoir fait tomber un enfant sans le faire exprès, des femmes lui ont dit des méchancetés. Le soir même, une lettre de Maxime arrive à la maison. Il dit que la taxi s'est déclarée. Il veut que sa sœur soit à ses côtés pour le soigner et pour le protéger des attaques de son père. Clotilde ne veut pas y aller et Pascal ne parvient pas à la convaincre. Pascal commence à ressentir des palpitations. Il complète l'arbre avec les 3 derniers morts. Il continue son travail sur l'hérédité seulement pour faire croire à Clotilde qu'il travaille. Dans le cas où il viendrait à mourir, il demande à Clotilde de fermer les portes de l'armoire et de donner les documents à Ramon. Félicité vient à la maison et elle tente de persuader Clotilde d'aller voir Maxime dont la santé s'est aggravée. Elle lui dit qu'elle est une charge pour Pascal qui pense vendre la maison et partir dans un endroit plus petit avec ses documents. Pascal renvoie Clotilde et il lui dit qu'il a besoin d'être seul pour travailler. Clotilde finit par accepter de partir. Elle s'en ira 2 jours plus tard.
Pascal et Clotilde préparent ensemble les malles. Le matin du départ, Pascal ressent des palpitations et il a une syncope. Il ne veut pas que Martine mette Clotilde au courant. Clotilde est conduite à la gare. Pascal s'enferme chez lui et il n'ouvre à personne, même pas à sa mère. Martine pioche dans l'argent des bijoux que Pascal ne voulait pas toucher. La grand-mère vient plusieurs fois parler à Martine. Pascal pense que c'est pour lui voler ses papiers et il en retombe malade de peur. Pascal se noie dans le travail et il veut finir son travail sur l'hérédité. Clotilde lui manque et sans être là, elle est encore partout dans la maison. Il reçoit souvent de longues lettres de Clotilde. Il pense qu'elle doit être malheureuse à Paris car elle s'occupe d'un homme capricieux et trop gâté et car une autre femme envoyée par le père de Maxime a fait son apparition chez Maxime. Pascal s'empêche de lui dire de revenir. Pascal a une crise d'angine de poitrine. Ramon vient le voir. Il lui dit que s'il confie l'affaire à monsieur l'évêque, il y a des chances pour qu'il récupère une part de son argent. Pascal demande à ce qu'il l'ausculte. Raymond détecte une sclérose. Pascal voit en la sclérose un mal qu'il tient de l'hérédité de sa famille. Il pense qu'il peut mourir d'un instant à l'autre. Il apprend que Sartor s'est pendu. Le vieux cheval de Pascal meurt de vieillesse. Pascal voit son voisin et cette fois-ci il le plaint car il n'est pas aimé. Dans la nuit, Pascal a encore une crise d'angine de poitrine. Dans une lettre, Clotilde lui annonce qu'elle est enceinte. Le jour même, Ramon vient chez Pascal et il lui apporte de l'argent que monsieur l'évêque a réussi à sauver. Il y en a pour 80 000 francs et 4 000 francs de rente. Pascal donne à Ramon un télégramme dans lequel il demande à Clotilde de revenir. En calculant le trajet du télégramme et celui de Clotilde, Pascal pense que Clotilde sera là demain à 5 heures. À cause de la joie ressentie, Pascal pense maintenant vivre au moins 1 an pour voir naître et grandir l'enfant. Durant la nuit, il a une grave crise. Il dit à Martine de donner l'argent des bijoux à Clotilde, mais elle dit avoir utilisé une partie de l'argent. Il demande à Martine d'aller chercher Ramon. Quand Ramon vient, Pascal a une nouvelle crise. Pascal sait qu'il mourra dans 12 heures. Il lègue ses travaux à Ramon. Il lui parle de ses travaux sur l'effet placebo et il lui dit de laisser faire la nature. Pascal a une nouvelle crise, il pense qu'il va mourir à 4 heures. Il a des crises de plus en plus violentes. Il complète l'arbre avec la mort de Maxime, la naissance de son fils et sa propre mort. Il meurt avant l'arrivée de Clotilde. Clotilde a reçu le télégramme et elle est partie de chez Maxime. Elle arrive au village à 5 heures. Ce n'est qu'une fois à la Souleillade qu'elle comprend que Pascal vient de mourir. Martine dit que Clotilde est la cause de la mort de Pascal, car Pascal est mort à cause du chagrin de la séparation. Clotilde veille la nuit le corps de Pascal. Les souvenirs du défunt sont attachés aux objets de cette chambre. Clotilde s'en veut d'être partie et de n'avoir pas su détecter la vérité sous le renvoi de Pascal. Le lendemain, Félicité vient et elle veille elle aussi sur le mort. Félicité convainc Martine qu'à cause des documents, Pascal ne pourra pas monter au ciel. Félicité apprend de Martine que la clé de l'armoire est sous l'oreiller du mort. Les deux femmes attendent que Clotilde s'endorme pour prendre la clé. Quand Clotilde s'endort, elles ne parviennent pas ou elles n'osent pas prendre la clé. Elles parviennent à ouvrir l'armoire avec une vrille. Elles mettent les documents au feu. Ce n'est que le lendemain que Clotilde se réveille et voit ce que Félicité et Martine ont fait aux documents. Il ne reste que quelques débris de feuilles. Martine veut s'en aller après l'enterrement de Pascal et elle ne veut pas servir Clotilde. Clotilde sauve l'arbre qui a miraculeusement échappé à la destruction. Clotilde a accouché d'un fils qui a maintenant 3 mois. Elle habite la Souleillade qu'elle n'a pas eu le cœur de vendre et qui est pleine de souvenirs de Pascal. Martine est partie de la maison et une nouvelle bonne l'a remplacée. Tandis que Clotilde donne la tétée au nourrisson, Félicité pose la première pierre de l'asile Rougon qu'elle va ériger pour la gloire de la famille. Clotilde a encore le collier de perles. Elle a une vision pleine d'espoir envers l'avenir, où quelqu'un pourra tirer les hommes de leurs souffrances. Le docteur Pascal est le dernier des tomes des Rougon-Macquart. Ce tome est doublement tragique, car en plus des événements dramatiques de ce roman, il est alourdi par les destins tragiques présents dans les autres tomes dont le docteur fait mention. Ce tome réunit 5 générations, et toutes ces générations se retrouvent ensemble lors de la première scène à l'asile. Se retrouvent alors ensemble Tandide, qui était là lors du premier tome intitulé « La fortune des Rougon », et Charles, le plus jeune de la famille. Ce tome représente une fin.
Pascal est mort, le cheval meurt de vieillesse, mais c'est aussi la fin de tous les individus tarés de la famille, c'est-à-dire l'oncle Macquart, tante Dide, Charles et le docteur Pascal à cause de sa sclérose du cœur. Plusieurs patients du docteur Pascal décèdent. La fin de l'histoire est également imagée par les documents relatant les événements importants de la famille qui ont été brûlés. Il ne reste plus que l'arbre que l'on retrouve dans certaines éditions. Cet arbre publié dans le roman ainsi que le fait de parler des histoires présentes dans les autres tomes donne un air de réalisme à ce roman. Même si ce tome est une fin, il peut aussi être vu comme un début. En effet, l'enfant de Pascal est né. Clotilde est devenue mère. Félicité a une famille qui est maintenant exempte de tares. À la naissance de l'enfant, toutes les mauvaises branches ont été coupées, du moins on le croit. Ce tome peut également être vu comme un prolongement. Ce roman est celui de la déchéance mais aussi de la vigueur. Félicité s'acharne à détruire les documents malgré ses 80 ans. Tante Dide est plus que centenaire malgré sa démence. L'oncle Macquart est encore vivant malgré son alcoolisme. Sophie est en pleine santé. L'enfant de Clotilde réclame son repas et le re-réclame car il a encore faim. Les personnages ont tous des volontés qui font que, valides ou malades, ils trouvent la force de faire leur œuvre. Pascal veut finir son ouvrage. Maxime ne veut pas laisser son argent à son père. Félicité veut détruire l'œuvre de Pascal. Rien ne dit que l'enfant de Pascal et de Clotilde n'aura pas de tard. Il est possible qu'il ait des problèmes à cause de sa généalogie et des problèmes de santé de son père. Les tares ne se situent pas seulement dans les problèmes physiques, dans l'alcoolisme ou dans la démence. Plusieurs personnages de Plassans ont eux aussi des défauts. Martine est pingre. Félicité ne s'intéresse qu'à la vision qu'ont les autres de la famille. À la fin du roman, si elle construit un asile, c'est une œuvre faussement philanthrope. Ce n'est pas pour les vieillards qui y entreront, mais pour la réputation de la famille. Elle est si obnubilée par les papiers qu'elle y pense peu après la mort de son fils. Les habitants de Plassans tiennent compte de la situation économique et font peu de cas des actions du passé. Par exemple, les commerçants changent de comportement après la faillite de Pascal. Les habitants sont médisants et envieux. Il faut croire que les gens sont bien plus jaloux du bonheur entre Pascal et Clotilde que du péché. Ce bonheur rend également jalouse Martine qui, amoureuse de Pascal, n'obtiendra pas grand-chose. Même si elle obtient le dernier baiser de Pascal, elle pèse bien peu de poids face à Clotilde. Plusieurs éléments posent problème aux villageois. Clotilde et Pascal font l'amour alors qu'ils ne sont pas mariés et qu'ils sont oncle et nièce. Pascal ne recherche pas de carrière brillante comme ses frères. Pascal n'a pas de religion et n'ira pas au ciel malgré ses bonnes actions sur terre. Pascal remplace la religion par la science. Pascal ne recherche pas l'argent, mais il recherche la vérité, à faire avancer la science. Dans ce dernier tome, nous avons pour la première fois, comme vision et comme personnage principal, un docteur. Pour lui, la science est un vecteur d'avenir. Il doit lutter contre l'obscurantisme représenté par Martine et un temps par Clotilde. Félicité n'est pas pour l'obscurantisme, elle est pour la gloire de la famille. Par contre, elle sait que la religion tient à cœur à Martine et à Clotilde, et elle se sert de cela pour les manipuler. Les idées de Pascal portent sur 4 éléments. Il y a le fait de guérir un organe malade en broyant ce même organe issu d'un animal et de l'injecter au patient. Il y a ses théories sur l'hérédité. Il y a sa théorie selon laquelle il faut changer d'air une personne pour qu'elle n'attrape pas de maladie héréditaire. Et enfin, il y a les idées de rajeunissement. Avec ses piqûres, Pascal paraît plus jeune. Il a soif de jeunesse qu'il retrouve en Clotilde. La première théorie ne fonctionne pas. Pascal reconnaît à la fin du roman l'effet placebo. La seconde théorie n'est pas vérifiable. La troisième fonctionne pour Sophie et pour Clotilde. La quatrième n'est pas vérifiable. Pascal a peut-être rajeuni au contact de Clotilde, mais son absence n'a pas causé un vieillissement, mais la maladie. À un autre moment, Pascal pense que d'avoir Clotilde à ses côtés peut lui donner 1 an de vie supplémentaire. Or, cela n'est pas le cas. Plusieurs fois, on retrouve des dualités. Pascal est un scientifique, donc un individu qui a acquis du savoir. Mais en dehors de son travail, c'est quelqu'un de niais. Par exemple, il peine à croire à la crapulerie du notaire après sa fuite. Il est assez aveugle car il ne se rend pas compte durant un bon moment que Clotilde l'aime. Il ne se rend pas compte que Martine l'aime. Et il ne se rend pas compte que le docteur Ramon le protège.
Il est tour à tour aveuglé par la science qui l'empêche de voir l'amour de Clotilde et par l'amour qui l'empêche de voir durant un long moment ses soucis financiers. Pascal a besoin de méthode dans son travail. Or, dans sa vie domestique, il laisse Martine tout gérer, que ce soit son argent ou l'éducation de Clotilde. Pascal a beau être doué dans son travail, Pascal et Clotilde font partie de ces gens à qui il est mauvais d'être pauvres car ils ne savent pas réclamer ce qu'on leur doit et car ils ne peuvent pas s'abaisser à faire de mauvaises actions pour survivre. Le roman mêle le travail de recherche de Pascal, qui est rigoureux et froid, avec l'amour de Clotilde, qui n'est que sentiment et chaleur. Pascal et Clotilde sont des personnages différents. Pascal pense au travail, Clotilde est dans la rêverie. Par exemple, quand Pascal lui demande de recopier une note, Clotilde continue son dessin. Le rapprochement les soigne tous les deux, Pascal de l'excès de travail et Clotilde de l'excès de dévotion religieuse. Clotilde représente le présent, l'instantané. Elle reproche à la science de ne pas donner de résultats immédiats dont elle pourrait en profiter de son vivant. Pascal a une vision futuriste. Ses travaux serviront un jour. À la fin du roman, Clotilde parvient elle aussi à avoir une vision du futur. Les théories de Pascal mélangent deux principes antagonistes, l'inné et l'acquis. C'est un mélange du côté machiavélique de Félicité qui n'est que calcul et de la pureté de la relation de Pascal avec Clotilde qui ressemble à celle de l'abbé Mouret avec Albine. Le roman mélange les deux branches familiales, celle des Rougon et celle des Macquart. La scène finale est un mélange de deux polarités. Félicité riche en asile, c'est donc la victoire de la fausseté, mais en même temps Clotilde allaite son enfant, c'est la victoire de la vérité et du bien. Dans la chaleur de l'ardent après-midi de juillet, la salle aux volets soigneusement clos était pleine d'un grand calme. Il ne venait, des trois fenêtres, que de minces flèches de lumière par les fentes des vieilles boiseries, et c'était, au milieu de l'ombre, une clarté très douce, baignant les objets d'une lueur diffuse et tendre. Il faisait là relativement frais, dans l'écrasement torride qu'on sentait au dehors, sous le coup de soleil qui incendiait la façade. Debout devant l'armoire, en face des fenêtres, le docteur Pascal cherchait une note qu'il y était venu prendre. Grande ouverte, cette immense armoire de chêne sculpté, aux fortes et belles ferrures, datant du siècle dernier, montrait sur ses planches, dans la profondeur de ses flancs, un amas extraordinaire de papiers, de dossiers, de manuscrits, s'entassant, débordant, pêle-mêle. Il y avait plus de 30 ans que le docteur y jetait toutes les pages qu'il écrivait, depuis les notes brèves jusqu'au texte complet avec de grands travaux sur l'hérédité. Aussi les recherches n'y étaient-elles pas toujours faciles. Plein de patience, il fouillait, et il eut un sourire quand il trouva enfin. Un instant encore, il demeura près de l'armoire, lisant la note, sous un rayon doré qui tombait de la fenêtre du milieu. Lui-même, dans cette clarté d'aube, apparaissait, avec sa barbe et ses cheveux de neige, d'une solidité vigoureuse, bien qu'il approchât de la soixantaine, la face si fraîche, les traits si fins, les yeux restés limpides, d'une telle enfance qu'on l'aurait pris, serré dans son veston de velours marron, pour un jeune homme aux boucles poudrées.